À l'amour, avec un grand A, il privilégie le duo amoureux, la rencontre hétérosexuelle, la pérennité de la relation. Quant à l'érotique, il privilégie plutôt la vie sexuelle, le désir et le plaisir du corps, le goût de la jouissance, ce qui n'exclut pas une vaste palette de sentiments, d'émotions qui motivent ou accompagnent l'acte charnel, mais nous le verrons que c'est davantage le fait de l'érotisme littéraire féminin, parce que historiquement, l'érotisme littéraire masculin est davantage fondé sur la dissociation du sexe et du sentiment. L'érotique incorpore les diverses sexualités, brise l'unité rassurante du couple, réinvente les situations. Quant au code pornographique, bon, par provocation, je l'ai nommé, enfin, je l'ai intégré dans les codes de l'amour, mais évidemment, le code pornographique privilégie en fait le choc des organes, le génital, dissocie le sexe du sentiment. Alors bon, c'est sûr que ça peut paraître un peu schématique, l'heure est plutôt au relativisme ambiant. Catherine Rebrier plutôt, notamment, qui est intervenue dans l'une des rencontres que j'anime, a rappelé que la pornographie, selon elle, était l'érotisme des autres. Il est bon dans ce type de cas de revenir à l'étymologie des mots. Pornographie, à l'origine, signifie écriture, peinture de la prostituée. Le code pornographique de l'amour n'existe pas car la pornographie suppose un désengagement total du sentiment et un rapport tarifé au sexe. Alors, on peut passer. Alors, dans un premier temps, donc, j'aimerais m'attarder avec vous sur le code sentimental de l'amour, l'art d'aimer, le registre amoureux. Alors, dans l'art d'aimer, il n'y a pas absence totale de sexe. Il y a plutôt une économie érotique discrète. Contrairement à l'érotisme, le désir n'est pas un excès, un débordement qui appelle une dépense immédiate. Il est plutôt un désir différé, entravé, suspendu, fondé sur le manque. Alors, parmi les exemples des œuvres emblématiques, il y a par exemple le grand roman d'amour-passion Anna Karénine de Tolstoï, où le désir d'Anna Karénine pour le jeune Vronsky, je rappelle qu'Anna Karénine est une femme mariée, donc le désir qu'elle éprouve pour un jeune officier la conduit à une passion sensuelle, mais après de multiples obstacles psychologiques, moraux. C'est un désir qui n'est pas vécu sereinement, il est vécu avec un fort sentiment de culpabilité. Et par exemple, dans le passage suivant est assez emblématique de ce phénomène. Anna Karénine rêve qu'elle fait l'amour avec 2 hommes. Mais c'est pas du tout présenté comme un fantasme agréable, c'est présenté vraiment comme un cauchemar épouvantable. En revanche, lorsque pendant son sommeil, elle perdait tout empire sur ses réflexions, sa situation lui apparaissait dans son atroce réalité. Presque toutes les nuits, elle faisait le même rêve. Elle rêvait que tous deux étaient ses maris et lui dispensaient leurs caresses. Alexis Alexandrovitch pleurait en lui baisant les mains et disait « Que nous sommes heureux maintenant ». Alexis Vronsky assistait et il était aussi son mari. Elle s'étonnait d'avoir cru que ce fût impossible. Excusez-moi, j'interromps. Elle leur expliquait en riant que tout était maintenant bien simple, qu'ils devaient se trouver heureux et contents. Mais ce rêve l'oppressait comme un cauchemar et elle se réveillait dans l'épouvante. Dans des œuvres érotiques féminines, par exemple une Catherine Millet aurait fait un tout autre usage de ce type de scène. On voit qu'Anna est donc non pas assaillie par des fantasmes agréables, mais par des cauchemars épouvantables. Alors, comme autres œuvres emblématiques de ce désir, fondées sur le manque, fondées aussi, marquées par un défaut de réalisation, nous pourrions citer la princesse de Clèves de Madame Lafayette, ou encore l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Alors, le code sentimental de l'amour peut être appréhendé à travers un processus relativement immuable. Il y a de l'Antiquité jusqu'à nos jours un même chemin amoureux, jalonné d'étapes, qui régit les approches entre les sexes. Alors, tout d'abord, le coup d'œil, le premier regard, le rapt. La question, le verbe, c'est-à-dire la conversation, la proposition, l'échange verbal. La caresse, qui peut être un simple effleurement, notamment de la main. Le baiser et toute sa mythologie, ainsi que le don de merci qui est l'union sexuelle.
Alors dans l'art d'aimer, l'échange des regards est l'instant décisif de l'éclosion du sentiment, et vous vous souvenez sans doute de nombreux romans du 19e siècle qui commencent par l'échange des regards entre les deux, l'héroïne et le héros. Il la vit, il fut perdu, leurs regards se croisèrent, leurs yeux se rencontrèrent, etc. Dans l'art d'aimer, ce sont surtout les premières étapes de la rencontre qui sont privilégiées. Sur ce chemin semé d'embûches, le sexe est le lieu du secret absolu. Il est le plus souvent l'ultime bastion à conquérir. Il est de plus réduit à la portion congrue. Alors, on peut reprendre l'exemple d'Anna Karénine. L'étreinte entre Anna et Vronsky est passée sous silence, fait l'objet d'une ellipse dans le roman. Puis en fait, le lecteur, la lectrice, découvre une phrase qui restitue en fait la scène érotique à la trame du roman. On comprend que la chose s'est passée, mais on n'a pas le détail. Ce qui, pendant près d'1 an, avait été pour Vronsky le but unique de la vie, pour Anna un rêve terrifiant mais enchanteur, s'était enfin réalisé. Alors, un récit contemporain d'Alice Verney, La conversation amoureuse, met l'accent surtout sur la deuxième étape, le deuxième jalon de ce processus amoureux, de ce chemin amoureux, la conversation. Le don de merci, l'union sexuelle n'est pas niée, mais il est à peine décrit. L'écriture est surtout attentive à restituer la gamme des sensations éprouvées. Elle éprouvait, alors je cite un petit passage de la conversation amoureuse, elle éprouve un désir qui est l'incision spontanée de la chair mouillée, une déchirure noyée à quoi il est regrettable de résister. Alors retenons que dans l'art d'aimer, la proposition amoureuse générale comporte une demande, souvent de l'homme vers la femme, des délais de réponse plus ou moins longs en raison de résistance morale, psychologique, et une clôture qui est le consentement charnel, très, très brièvement évoqué, ou bien, pour certains romans à l'eau de rose, le mariage. Retenons que lorsque l'acte sexuel a lieu, il demeure une expérience fondamentale, il n'est jamais anodin et il est lourd de conséquences, notamment pour la femme déjà mariée. Puisque par exemple, dans le cas d'Anna Karénine, cela signifie un adultère avec toute la culpabilité que cela engendre. Alors maintenant, passons au code érotique de l'amour. Alors là, vous avez en fait quelques références bibliographiques de l'art d'aimer, du registre amoureux, La princesse de Clèves, Anna Karénine et la conversation amoureuse. Alors, l'érotisme est au contraire tout entier centré sur l'acte sexuel, parfois répété inlassablement, à l'image du désir insatiable, du trop-plein qui le motive. Cette fois-ci, c'est le chemin amoureux qui est réduit à la portion congrue. Il y a un quasi-télescopage entre la naissance du désir, son expression et la mise en pratique. Car en fait, il ne sert à rien de vouloir convaincre, prier des partenaires qui de toute façon sont davantage consentants. Donc le consentement est déjà un préalable à l'action. Alors, il y a un livre qui est intéressant à lire et à étudier, ce sont les 11 000 verges d'Apollinaire. Et là, on a un jeu sur le code sentimental de l'amour. L'entrée en matière de ce récit haut en couleur joue avec un horizon d'attente sentimentale. Il y a une rencontre entre le prince romain Vibeshku, qui est venu s'encanailler à Paris, et une jeune femme, une jeune parisienne, cool-couline, qui traverse la rue. Et cette scène de la rencontre montre un détournement du vocabulaire amoureux à des fins sexuelles. Le prince décrit en effet son amour par un mélange de termes organiques et de caresses de langage. Mademoiselle, je ne vous ai pas plutôt aperçu que, fou d'amour, j'ai senti mes organes génitaux se tendre vers votre beauté souveraine. Si je vous tenais dans un lit, 20 fois de suite, je vous prouverais ma passion. Alors cet aveu érotico-galant est très vite suivi d'une partie fine où, je cite, la connaissance fut bientôt nouée. Dans ces récits érotiques, parce qu'après dans l'autre scène, il y a un autre personnage qui intervient et qui est intégré au duo amoureux, et l'intrusion d'un tierce personnage est accueillie comme une aubaine et non pas comme une menace, au contraire du registre amoureux où l'intervention d'un tierce personnage est vécue comme un danger. Les personnages de l'érotisme littéraire font fi des conventions sociales, ou bien s'en jouent, se moquent des conduites réglementées, bannissent en fait les difficultés relationnelles à l'œuvre dans la vie réelle. Comme l'a écrit Roland Barthes, le désir est là avec son objet, ce qui est la définition même de l'érotisme. Alors cette aisance relationnelle lève les contraintes propres au rituel amoureux, tel qu'il apparaît par exemple chez les précieuses. Le couple est un noyau dur, à partir duquel se déploie un éventail de relations sexuelles secondaires.
L'érotisme franchit allègrement les frontières morales, sociales, sexuées. On peut passer à l'autre aussi. Un peu plus loin, un peu plus loin. Un peu plus loin. C'est le... Alors, comme vous le voyez là, j'ai fait un tableau qui montre, qui confronte les deux codes. À la fixation amoureuse est substituée la mobilité sexuelle. Il y a un tableau avec... c'était le... On est sur le code érotique, quelques exemples plus vers C'est le prochain. Voilà. À la fixation amoureuse est substituée la mobilité sexuelle, à la jalousie, la générosité du don érotique, à l'alternative mariage-adultère, la circulation du désir. En cela, il peut être appréhendé comme une utopie, comme quelque chose de difficilement réalisable. Il nous offre en effet le spectacle paradisiaque d'un monde soustrait à la faute, à la culpabilité, à la décence. Le corps puissant sans complexe est le moyen le plus sûr de faire connaissance. Alors, nous pouvons passer à l'autre slide. Là, j'aimerais en fait intervenir sur la complicité culturelle des femmes avec l'art d'aimer. Alors, pendant longtemps, les écrivaines ont évité l'érotisme peu conforme à l'idéal moral féminin de modestie, d'humilité, de chasteté. Il était peu convenable pour une femme de choisir comme mode d'expression l'érotique. Et puis, l'amour reste la grande quête féminine par excellence, comme le montre par exemple Julie à Saint-Preux dans la nouvelle Héloïse. C'est l'amour qui reste, selon elle, la grande affaire de la vie. Alors, cette évacuation historique de l'érotisme est due en partie aussi à une réaction des femmes face à l'obscénité des propos virils. C'est le cas par exemple des Précieuses, qui souhaitaient aussi quelque part civiliser les hommes, opposer au dérèglement masculin des mœurs et du langage une réponse douce, davantage adaptée. Mais cette réplique galante des femmes s'est élaborée au détriment aussi de l'exploration de leur propre sexualité. Et puis il était communément admis que la femme était par nature monogame, sans désir, un être proche de la nature, voué à la seule reproduction. Et en cela, donc rien n'encourageait l'écrivaine à investir le domaine érotique. Alors au XVIIIe siècle, les écrivaines deviennent un peu plus lucides sur les mécanismes de l'amour, du désir, mais elles continuent à privilégier l'union des cœurs sur la liaison des sens. On a la tradition précieuse qui perdure chez Madame de Lambert, pour laquelle, effectivement, il est préférable d'aimer que d'être seulement dans le culte des sens. Alors on peut changer. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il semblerait, pendant longtemps, les auteurs féminins peinent à s'extraire du code sentimental de l'amour pour investir le code érotique. Et tout cela va changer à partir de la seconde moitié du XXe siècle, en tout cas en ce qui concerne le domaine français. On est le sexe contre l'amour, c'est ça? D'accord, c'est bon. Alors, l'entrée des écrivaines dans ce territoire, donc par tradition masculin, se fait par la porte noire de l'érotisme. Après la Seconde Guerre mondiale, Sade est la référence à la mode. Sa réputation et son œuvre sont suffisamment sulfureuses, comme vous le savez, pour que son nom soit entré dans le langage courant. Alors chez Sade, le code érotique et le code sentimental de l'amour ne s'ignorent pas, mais ils sont confrontés de façon très brutale. Sur l'échiquier des rencontres, il y a une distinction entre ceux qui sont naïfs, les roués, les innocents et les scélérats, et ces gens-là ne changent pas, ils restent confinés dans ce rôle. C'est le cas par exemple de la naïve et sentimentale Justine, qui sans cesse se laisse abuser par des libertins sans scrupules, mais pour autant elle n'en tire aucun enseignement, elle continue, elle persiste dans sa naïveté et se fait toujours avoir par des libertins. C'est une héroïne statique qui ne progresse donc pas malgré la somme des expériences qu'elle subit. Alors l'érotisme sadien se confond volontiers avec un libertinage cruel plus qu'avec la volupté. La volupté est un mot aussi très à la mode au XVIIIe siècle, et la volupté au sens XVIIImiste prône l'accord de tous les sens dans le respect d'autrui, et évidemment ce n'est pas du tout le cas chez Sade. Alors nous avons également la libertine Juliette, mais Juliette a surtout intériorisé le discours des maîtres, et quelque part sa façon pour elle de survivre, c'est d'obéir, c'est de se soumettre à la loi des hommes.
Alors donc dans le paysage de l'après-guerre, c'est le sadisme de Sade surtout qui remporte les suffrages. C'est une époque où le masochisme est au contraire discrédité. Le roman du 19e siècle, La Vénus à la fourrure, qui est très emblématique donc, du masochisme littéraire, est discrédité, tandis que Sade est étudié par toute une génération d'intellectuels, Bataille, Klossowski. Alors c'est une époque de dure censure où l'érotisme naît peu à peu comme mythe moderne, mais au prix de poursuites judiciaires, de saisies de stocks de livres et de publications clandestines. Un livre, par exemple, peut être interdit à l'époque à l'affichage, à la publicité, à la vente aux mineurs, ce qui sera le cas d'Histoire d'eau. Donc c'est dans un contexte de difficile censure que quelques écrivaines vont s'approprier les figures de l'érotisme noir sans renier pour autant leur complicité avec le code sentimental de l'amour. Alors c'est cela, à mon sens, qui est profondément inédit, qui fonde l'originalité de l'érotisme littéraire naissant. Alors, on pourrait citer bien sûr d'autres références, on pourrait citer Colette ou René Dunant, mais dans le cas de Colette, l'érotisme ne fait pas système, il ne conditionne pas l'ensemble de l'œuvre. Par exemple, dans l'ingénue libertine, le mari devient un parfait amant, capable de satisfaire sexuellement sa femme après que celle-ci se soit accordée une belle récréation érotique dans les fumeries d'opium. Donc la fin reste morale, la femme retourne auprès de son mari, enrichie de ses expériences diverses, et le mari, pendant ce temps, a appris à devenir un bel amant. Donc, je citerai en fait l'émergence de l'érotisme littéraire féminin en 1954 avec Histoire d'eau de Pauline Réage désignant en réalité Dominique Horry. Alors voici comment ce récit est présenté dans l'exposition qui eut lieu il y a quelques années, L'Enfer des bibliothèques, une exposition qui a été diffusée à la Bibliothèque nationale. Marqué par l'imaginaire sadien, mais d'une écriture d'une grande retenue, le manuscrit d'Histoire d'eau conquiert Jean-Jacques Pauvert dès la première lecture. Il le publie en 1954. Alors on voit que dans cette phrase, la dette d'Histoire d'eau par rapport à Sade est mise en évidence. Cependant, dans le livre de Réage, nous ne sommes pas dans une économie sadique. Il s'agit moins de sadisme que d'un contrat masochiste où l'héroïne choisit volontairement de se faire objet pour garder l'amour de l'être aimé. Elle n'est pas une victime innocente, elle n'est pas Justine. De plus, l'œuvre n'obéit pas au code pornographique en matière de langue et de style. Nous sommes loin, en effet, de la transparence sexuelle. L'écriture est très décente, très pudique, alors que le sujet choisi est d'une audace extrême. Alors, Histoire d'eau met à mal ce qu'a développé Simone de Beauvoir quelques années plus tôt, à savoir que Beauvoir condamnait fermement, et elle avait bien raison, le masochisme féminin et préconisait au contraire le don de soi positif, ce qui signifiait pour elle un dépassement. Elle préconisait également la conquête hédoniste d'une subjectivité en quête de son propre plaisir. Alors, le masochisme féminin est également fermement condamné en 1951 par Françoise Debonne, donc une autre féministe qui, dans le complexe de Diane, invite les femmes à sortir de cette tendance masochiste et à s'émanciper économiquement, intellectuellement, affectivement. Alors, qu'est-ce qu'Histoire d'eau? En fait, il est difficile de réduire Histoire d'eau donc, à un emprunt sadien, de même qu'à un livre purement masochiste. En fait, ce livre est une histoire, est présenté par son auteur comme une histoire d'amour fou, adressée à un unique destinataire, Jean Paulhan. Alors, Dominique Horry était une femme qui ne se sentait pas jolie, qui n'était pas sûre d'elle, c'était une grande intellectuelle, mais qui ne se sentait pas jolie. Et donc, c'était une femme discrète, et pour continuer à captiver l'attention amoureuse de son amant, par ailleurs marié et coureur de jupons, elle décida, un peu comme Scheherazade, d'écrire ses fantasmes sur le papier et de le lire à haute voix à son amant. Sauf que Scheherazade raconte des histoires pour sauver la vie de plusieurs jeunes filles qui sont menacées de mort. Mais quelque part, il y a cette volonté de garder l'attention de l'être aimé en racontant une histoire. Alors, séduit, Jean Paulhan encourage Dominique Horry à faire paraître son récit au grand jour. Donc, les scènes sadomasochistes que nous trouvons dans l'Histoire d'eau sont l'expression de l'amour fou de l'héroïne. Les deux registres, là, sentimental et érotique, sont brutalement confrontés en même temps qu'ils sont profondément liés. En fait, la trajectoire d'eau est fondée sur une croyance fausse.
sur un pari très risqué et qui la conduit finalement à l'échec. Elle pense qu'en se donnant sexuellement plus, elle obtiendra amoureusement plus. Et cette quête est vouée à l'échec. Le récit tend plutôt à montrer le fossé entre les sexes. Les hommes utilisent la demande d'amour la demande d'amour féminine pour assouvir leurs fantasmes, tandis que la femme se prête au fantasme masculin afin d'obtenir l'amour. Donc là, on est dans une sorte d'incommunicabilité. Alors, on pourrait citer d'autres références de l'érotisme noir, comme par exemple l'image de Jean, qui a été signée par Jean de Berg en 1955. En réalité, Jean de Berg est un pseudonyme masculin qui désigne Catherine Rebrier. Et dans l'image, nous avons un trio amoureux entre guillemets, puisque l'auteur présentait son récit comme une histoire d'amour. En fait, nous sommes dans un contrat pleinement masochiste, où le narrateur rencontre un duo féminin, une dominatrice Claire et son esclave Anne. Le narrateur tombe amoureux de la dominatrice Claire, et ce que l'on voit, c'est que la dominatrice Claire domine la jeune femme Anne en attendant elle-même d'être dominée. On retrouve encore l'idée d'un masochisme féminin. Une fois que l'homme se déclare et que Claire accepte sa demande d'amour, il y a un retour d'un masochisme naturel de la femme. Alors, il y a d'autres auteurs qui vont mettre en scène à la même époque des héroïnes, cette fois-ci franchement sadiques. C'est le cas de Valentine Penrose, une écrivaine surréaliste. Donc, dans le récit de Valentine Penrose, la comtesse sanglante, une comtesse hongroise procède à l'immolation collective de jeunes femmes, et en cela, elle hérite, c'est vraiment une héritière de ça. Et cette comtesse hongroise a d'ailleurs réellement existé. Oh, nous pouvons... Alors, nous allons passer, je vous rassure, à des références un peu plus optimistes, plus joyeuses, plus heureuses. Alors, j'aimerais aborder maintenant avec vous, donc plusieurs auteurs qui sont symptomatiques d'une réconciliation du sexe et de l'amour, et non pas d'une confrontation brutale, comme on a pu le voir avec Histoire d'eau. Alors j'aborderai une référence, là je ne respecte pas tout à fait la chronologie parce que nous allons vers les années 30, avec Anaïs Nin, mais qui écrivit en français. Donc Anaïs Nin, comme vous le savez, exerça une influence importante sur l'érotisme littéraire féminin. Elle osa exprimer ce que peu de femmes avaient osé exprimer avant elle, c'est-à-dire l'exaltation érotique d'une femme amoureuse. Alors contrairement à l'érotisme masculin, elle ne dissocie pas le sexe du sentiment. Contrairement à Réage, pour elle, le sexe n'est pas un moyen d'obtenir l'amour, mais il fait partie intégrante de l'amour. Alors, Anaïs Nin aima beaucoup d'hommes dans sa vie et mena plusieurs histoires d'amour sur une même période. Par exemple, en 1932, tandis qu'elle est mariée à Hugo, un banquier new-yorkais protestant, elle tombe follement amoureuse d'Henry Miller. Et quelques mois plus tard, elle tombera également amoureuse de son psychanalyste René Alliendi. Alors, Pauline Réage était l'auteur d'un unique récit, Histoire d'eau. Anaïs Nin est l'auteur, au contraire, d'une œuvre impressionnante, des nouvelles, des romans, une correspondance importante et une œuvre autobiographique, son fameux journal, commencé alors qu'elle avait 11 ans, en 1914, qui se termine en 1974. Alors, Anaïs Nin est reconnue de nos jours comme une écrivaine à part entière grâce à ce journal, qui fait l'objet de cours dans des départements de Women's Studies aux États-Unis. Alors, elle est également connue pour ses nouvelles érotiques, comme Vénus Erotica, Les Petits Oiseaux et Alice et autres nouvelles. Alors, ces récits érotiques sont le fruit d'une commande, celle d'un collectionneur américain qui l'a payé en fait $1 la page. Et c'était une période où Anaïs Nin était confrontée à des difficultés financières suite à l'exil aux États-Unis après la Seconde Guerre. Alors le statut du journal est premier dans sa vie d'écrivaine, alors que dans la hiérarchie des genres littéraires, le journal est un genre qui pendant longtemps n'a pas été pris au sérieux. Pendant des siècles, les écrivaines en herbe n'avaient pas d'autre terrain d'expression que le journal, la correspondance. Ces genres échappaient aux lois de la publication et par conséquent à la reconnaissance publique. Les femmes, les écrivaines se sont longtemps réfugiées dans les genres les plus familiers, ont adopté une attitude autobiographique, au détriment parfois de la construction d'une véritable œuvre, fruit d'une longue maturation, objet d'un dur travail formel.
Mais elle n'avait pas non plus d'autre choix. Seuls les genres familiers leur étaient accessibles, à l'exclusion de l'érotique jugée peu convenable. La version non expurgée du journal montre qu'Anaïs Nin s'est emparée d'un genre traditionnellement féminin pour le mettre au service de son érotisme. Donc là, il y a une rencontre stimulante entre un genre traditionnel, qui se veut à l'origine donc autobiographique, traditionnellement féminin, et une volonté traditionnellement masculine de lever le voile sur ses expériences érotiques. Alors, l'événement décisif dans la vie d'Anaïs Nin, c'est la rencontre avec Henry Miller. Là, vous avez un extrait de leurs échanges. Anaïs Nin est mariée donc à Hugo, un banquier new-yorkais protestant, un homme très généreux puisqu'il subvient aux besoins de son épouse. Donc son épouse peut ainsi se consacrer pleinement à l'écriture, mais l'argent que lui donne son mari, il est en partie reversé à son amant Henry Miller. Donc Henry Miller qui est alors un écrivain sans sou. De même, l'essai que Anaïs Nin publie sur l'auteur de l'amant de Lady Chatterley, D.H. Lawrence, le premier chèque qu'elle reçoit à l'issue de cette publication, elle redonne à Henry Miller afin qu'il achète les choses dont il a besoin. Alors, si elle est harmonieuse, la vie conjugale avec son mari n'est pas placée sous le signe de l'entente sexuelle. Anaïs Nin déclare son insatisfaction dans son journal. Son mari essaie de pimenter leur vie érotique en courant les bouquinistes à la recherche de romans. Selon certains critiques, le vrai problème était le mari, estropié selon cette critique par des tabous moraux. Alors, quant à Anaïs Nin, elle écrit la chose suivante sur son mari. Ce fut toujours le côté passif de son caractère qui me mettait au supplice. C'est sa fidélité même qui le rend aussi immuable, aussi taciturne, aussi limité. Mais maintenant je suis en paix, je ne lui ferai plus de mal. Je crains seulement qu'il ne sache ce que je fais. Je voudrais le rendre humainement heureux. Humainement, il représente une telle perfection. C'est sa perfection qui me limite. Son existence est une limite. Peut-être est-ce aussi mon salut, car les constants renoncements à la vie auxquels il me contraint sont la seule discipline que j'ai jamais connue. Donc Anaïs Nin écrit cela alors qu'elle est à l'aube de ses 30 ans et elle exprime aussi son désir d'expansion, de quitter tout ce qui limite, tout ce qui entrave, de franchir les barrières morales, de vivre sur la crête, de trouver une belle intensité de vie. Et son élan de vie ne peut trouver à se satisfaire dans les bras d'un mari certes très aimant, compréhensif, généreux, mais qu'elle juge malheureusement trop prévisible. Et là, elle rencontre donc Henry Miller. La première période de sa relation avec Miller est surtout marquée par une admiration littéraire réciproque. Anaïs Nin se méfie de ce Henry Miller jugé un peu trop Casanova, mais dans le même temps, elle éprouve une grande fascination pour l'écrivain, pour la vitalité sexuelle de l'écrivain. Elle admire, je cite, son hypersexualité, celle qui se dégage de l'œuvre, parce qu'elle s'accorde parfaitement à la grandeur de son esprit, à ses pensées démesurées, à son style torrentiel, à ses romans volcaniques. Henry Miller est tout de suite appréhendé sous le signe du trop-plein, de l'incandescence, de la haute température, de la vitalité animale. Alors, les œuvres d'Henry Miller incarnent la voix du sexe qui a longtemps été étouffée. Il s'érige contre le sentimentalisme abusif des trop sages romanciers, et notamment contre le sentimentalisme de D.H. Lawrence, sur lequel Anaïs Nin vient de publier un essai. Chez Henry Miller, il s'agit de renouer avec la réalité de la passion sexuelle qui a été déformée selon lui par le culte des sentiments. En revanche, dans sa relation à Anaïs Nin, comme le montre leur correspondance passionnée, elle s'exprime en des termes certes puissants, mais qui ne dissocient pas pour autant le sexe de l'amour. Je vais vous en lire un bref passage. C'est une lettre qui date du 21 mars 1932. Anaïs, tout ce que je peux dire, c'est que je suis fou de toi. J'ai essayé d'écrire une lettre sans y parvenir. Je t'écris sans arrêt, dans ma tête. Et les jours passent et je me demande ce que tu vas penser. J'attends avec impatience de te voir. Mardi est si loin. Et pas seulement mardi. Je me demande quand tu vas enfin passer une nuit ici, quand je pourrai t'avoir à moi pour un long moment. C'est une torture de te voir ainsi quelques heures et puis de devoir te rendre. Quand je te vois, tout ce que je voulais te dire s'envole. Le temps est si précieux et les mots sont en dehors de la question. Pourtant, tu me rends si heureux parce qu'avec toi, je peux parler. J'aime ton intelligence, ta préparation à l'envol, tes jambes comme un étau et la chaleur entre tes cuisses. Oui, Anaïs, je veux te démasquer. Je suis trop galant avec vous.
Je veux vous regarder longtemps et ardemment, ramasser votre robe, vous cajoler, vous examiner en détail. Sais-tu que je t'ai à peine regardé? Il y a encore trop de sacré lié à ta personne. Anaïs, je ne sais pas comment te décrire ce que j'éprouve. Je vis dans une attente perpétuelle. Tu viens et le temps glisse comme dans un rêve. C'est quand tu t'en vas que je prends vraiment conscience de ta présence. Et alors il est trop tard, tu m'engourdis. Et Anaïs Nin répond, entre autres, « Je pensais que ton enthousiasme et le mien se ressemblaient. J'aime quand tu dis tout ce qui arrive est bon, c'est bon. Je dis tout ce qui arrive est merveilleux. Pour moi, c'est une symphonie. Et je suis si excitée par la vie, mon Dieu, Henri, chez vous seul, j'ai trouvé les mêmes élans d'enthousiasme, les mêmes impulsions soudaines, la même plénitude, plénitude. » Alors Anaïs Nin aussi avoue à la même période, dans son journal, son envie de se reposer, d'être en paix, de choisir un nid, un seul amour, de se fixer, de faire un choix définitif, de se sentir une, mais dans le même temps, elle avoue son incapacité à se limiter à un seul être. Anaïs Nin ne parvient pas en fait à assurer une continuité amoureuse auprès d'un unique amour, celui qui la distingue d'une certaine image traditionnelle de la femme. Elle fait éclater le schéma du couple traditionnel sans cependant pour autant adopter la posture de l'érotisme masculin de l'époque, soit la multiplication d'amour sans lendemain, la satisfaction du désir sexuel, le goût de l'autre sexe, plus que l'amour d'une même personne. On pourrait dire que l'érotisme d'Anaïs Nin est mixte, à la fois masculin et féminin. Dans le journal, par exemple, du 30 octobre 1932, elle donne à voir ce que l'essayiste Alberoni, un essayiste italien qui a publié un essai, L'érotisme, l'essayiste Alberoni a isolé comme une spécificité masculine le fait de savoir compartimenter les différentes histoires d'amour. Et Anaïs Nin, là on a en fait un exemple d'une facette masculine de son érotisme. Elle écrit par exemple « Il est absolument vrai que je ne pense jamais à Hugo lorsque je suis avec Henri ou avec Alliendi. Pas plus que je ne pense à Henri quand je suis avec Alliendi. Sur le moment, il se produit une sorte de scission, une unité temporaire qui empêche toute hésitation ou paralysie. Ce n'est qu'ensuite que la confusion réapparaît et avec elle le conflit. Je ne me sens pas coupable de coucher avec Henri dans le lit de Hugo, pas plus que je ne me trouverai coupable de coucher avec Alliendi sur ce même lit. Je n'ai pas de moralité. » Et là on a un point commun aussi avec l'œuvre de Pauline Réage qui se définit aussi comme une œuvre amorale, non pas immorale mais amorale. Chez Anaïs Nin, la conscience est sauve en fait tant que le secret est soigneusement préservé. Elle ajoute « Aucune moralité tant que le mal que je peux faire ne se manifeste pas. Ma morale existe seulement lorsque je suis confrontée à la peine de quelqu'un. » Alors, j'aimerais maintenant passer à une autre référence. Là, on fait à nouveau un bond dans le temps, puisqu'Emmanuel Arsan est l'auteur d'Emmanuel en 1959. L'œuvre clandestine est parue en 1959 et l'œuvre officielle Emmanuel est parue en 1967. Et là, nous sommes encore dans le cas de figure où le sexe et l'amour tentent d'être conciliés de façon heureuse. Alors, chez Emmanuel Arsan désignait en réalité Maraya Andrian. Donc c'était bien une femme qui était l'auteur de ces récits. Bon, on connaît davantage le film Emmanuel, qui a été réalisé par Juste Jacquin et qui est sorti en 1975. Il faut savoir que ce film est l'adaptation d'un livre donc, publié clandestinement en 1959 et officiellement en 1967. Alors chez Emmanuel Arsan, donc Maraya Andrian, l'érotisme est élevé au rang d'un art d'aimer. Il s'agit plus que d'un art de la jouissance. Le duo amoureux n'est pas incompatible, selon elle, avec les amours parallèles. Au contraire, le mari, qui occupe une place centrale dans l'œuvre, est le premier bénéficiaire des ressources érotiques d'Emmanuel. Celle-ci a choisi une sorte de mari qu'elle juge idéal, car il accepte toutes ses aventures et l'encourage même à développer tout son potentiel érotique. Le récit Emmanuel est composé de 2 volumes, La leçon d'homme et L'antivierge. Ce récit raconte les aventures sexuelles d'une jeune femme de 19 ans, partie rejoindre son mari diplomate à Bangkok, où il est en poste. Emmanuel part en avion depuis Londres pour la Thaïlande. Elle est d'abord, alors c'est cette fameuse scène où elle est d'abord séduite par son compagnon de cabine, puis par un inconnu, dans un avion alors futuriste appelé la Licorne Blanche. Puis, une fois à Bangkok, elle suit une sorte d'initiation progressive
qui l'a conduit à développer toutes ses facultés, à vivre pleinement sa sexualité avec de multiples partenaires, hommes et femmes. Et c'est une société élitiste et une société oisive, celle des expatriés français à Bangkok. Alors, Eric Losfeld, l'éditeur, rencontre l'écrivaine en 1959. En fait, il vient de publier le livre clandestinement, et ce livre lui avait été envoyé, le manuscrit lui avait été envoyé par la poste depuis la Thaïlande. Et en fait, il n'y avait pas de mot d'accompagnement, il ne savait pas s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme qui était l'auteur de ce récit. Et un jour, il voit arriver une magnifique jeune femme eurasienne accompagnée de son mari, effectivement diplomate, et qui lui déclare alors qu'elle est le véritable auteur, qu'elle est l'auteur d'Emmanuel. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a donc 2 phases, l'anonymat en 1959 et le pseudonyme en 1967. Comme chez Dominique Horry, c'est-à-dire Pauline Réage, l'auteur d'Histoire d'eau, il s'agit d'éviter la censure, mais surtout des conséquences fâcheuses pour l'entourage. Dans le cas d'Emmanuel Arsan, il s'agit d'éviter des conséquences fâcheuses pour un mari diplomate. Louis-Jacques Rollet-Andriane. Au fil des années, Emmanuel Arsan reste hostile au dévoilement total, car selon elle, la révélation de son identité réelle pourrait compromettre la portée de son œuvre. Alors de là à ce que l'extrême discrétion de l'auteur soit reçue comme une imposture, il n'y a qu'un pas que certains critiques franchissent. Certains déclarent que l'auteur n'existe pas, et d'autres que l'œuvre est le fruit d'un auteur masculin qui se fait passer pour une femme. Alors, dans le même temps, Emmanuel Arsan n'était pas une femme discrète comme Dominique Horry. L'auteur d'Emmanuel fut aussi dans les années 60 modèle, comédienne, tantôt sous le nom fictif d'Emmanuel Arsan, ou tantôt sous son nom authentique Maraya Andriane. Et on la voit notamment dans le film La canonnière du Yangtze. Et elle apparaît notamment dans ce film sous son nom véritable. Cependant, comme auteur, elle prit soin de ne jamais se présenter sous son nom réel, car elle avait à cœur de séparer le domaine de la création littéraire d'activités plus glamour. Alors, ce que l'on voit, c'est que dans les premières références de l'érotisme littéraire féminin, les écrivaines tiennent à séparer leur domaine de vie afin d'éviter les malentendus, des erreurs d'interprétation, et puis aussi le fait que la critique va se focaliser sur l'auteur au détriment de l'œuvre. Donc, c'est le cas par exemple en 1954 avec François Sagan, l'auteur de Bonjour Tristesse. Dès le départ, les médias se